Salut les mecs, en direct de chez rcfastcar.com et grâce à un abonné suisse, la noisette laser de chez Lozi. Lozi Laser Nut. Alors, nut c'est une noisette, mais c'est aussi un écrou. Donc, c'est peut-être plus l'écrou laser que la noisette laser. Cet engin est plus ou moins, enfin, point de vue look extérieur, un Skal. C'est la grande mode en ce moment des UT4. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je laisse les professionnels du domaine et les fous du Skal se lâcher là-dessus. Qu'est-ce que c'est à la base? À la base, c'est un Lozi DB Pro, donc une excellente machine qui est un Shortcurse 1 dixième, donc Anthrax de Buggy 1 huitième, 325 mm. Ça reste du 1/10, point de vue transmission et compagnie, suspension, même si c'est super solide. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Eh bien, ils ont rallongé le 1 dixième en plus. Ils ont mis des roues plus grandes, donc plus lourdes, sur une transmission qui n'est pas plus solide que ce qu'elle est prévue pour le Shortcurse. On a donc un poids supplémentaire à trimballer, plus de masse en mouvement et par contre là, ce coup-là, ils ont assuré, ils ont diminué les kV du moteur, ils ont mis un moteur plus long. Normalement, dans le DB Pro, il y a un 3660. Là, on va voir ce qu'il y a dedans. Enfin, même si c'est toujours un 3660, ils l'ont descendu à 1900 kV. Par contre, peut prendre 4S, puisque même sur le Lozi DB Pro, le Vario, depuis le début, peut prendre 4S. C'est le moteur qui ne prend pas 4S. Donc attention. Parce que quand vous mettez une 4S, c'est encore plus lourd. Si vous prenez une 4S vraiment super légère, comme c'est la mode en ce moment, les shorty ou les gents bashing, qui sont à 400 grammes, contre 300, 330 grammes une 3S 5000, déjà on a un petit embonpoint. Si vous mettez une 4S normale, 650 grammes en moyenne, hein. Ça pèse, donc là on va devenir vraiment lourd, hein. On est normalement ce DB Pro à 2,7 kg, on va passer la barre des 3 kg, on va passer 3,2 kg. On est donc sur le poids d'un Techno 1 huitième, d'un Buggy Techno 1 huitième. À 3,5 kg déjà, on a le Hobo Hyperstar non allégé. Si tu l'allèges, il descend aussi par là. Par contre, on a vraiment de la mécanique 1 huitième. Donc des gros roulements, des gros cardans, des gros croisillons. Paradoxe aussi, c'est que Lozi a fait la même chose avec le Shortcurse. Donc le super, pas le super, mais le bas jarret, qui existe aussi donc en version Rhino et je sais plus quoi suspension, qui lui aussi a un anthrax de 370 mm. Donc ils ont pris le Shortcurse indice qui était basé sur le Rock Ray, donc sur le petit Rock Bouncer en anthrax 320, donc rallongé à 370 mm, donc vraiment un 1 dixième rallongé, plus lourd, avec la même motorisation par contre et tout. Et donc un engin que tu peux rouler juste pour le plaisir de le rouler. Comme par exemple j'ai fait le Revo. Juste pour rouler pépère. C'est un autre qu'un engin avec lequel tu peux y aller fort. Ça c'est clair. Là aussi il faut se méfier en 4S 1900 kV. On aura de la patate. Ça va faire mal à la transmission. Et moi ce qui me fait mal c'est le prix. 530 à 550 euros. Faut compter pour la noisette, ce genre d'engin. C'est beaucoup plus cher qu'un Buggy 1 huitième. T-Magic B8ER entre 320 et 350. Obao 4S entre 350 et 380. Arma Typhon entre 380 et 430 euros. Qui lui est déjà en 6S. C'est la version 6S du T-Magic et Obao aussi dans ces zones-là. Donc pour le prix de ça, tu as un Buggy 6S RTR qui est, je te le garantis, même si c'est solide, c'est du bon matos, il n'y a rien à dire, qui est quand même beaucoup plus solide. Et c'est là que je ne comprends pas trop pourquoi Lozi n'a pas tout simplement pris les trains du Buggy, les a collés sur le châssis du Truggy, pour faire par exemple un SC8, un DB8, et du coup en DB8 justement faire le laser nut. Il aurait été plus lourd, d'accord, c'est sûr, mais il a encaissé 4S voire 6S sans broncher. Donc là ça me laisse un peu sceptique ce truc là. Perso, moi je vois ça bien en 3S, en 4S à la limite si tu mets un petit pignon, mais ça, tout ça ce sont des suppositions. Je n'ai pas encore ouvert l'engin, je ne l'ai pas eu en main.
On va voir ce qu'il en est dedans. Bon, ça reste un rock bouncer, donc c'est un engin pour rouler vite dans le gros tout-terrain et la caillasse et tout, avec un châssis plat, 4 suspensions indépendantes. Voilà. Faut aimer. Les pneus sont aussi très hauts, donc ça va être instable. Par contre, je pense, sauf s'ils sont vraiment durs. Mais s'ils sont durs, ça va mal passer dans la caillasse. Regardez, ça c'est quelque chose que j'aime bien les mecs. Regardez ça. Regardez. Mon Dieu, les pastilles de garantie étaient ouvertes. Mais regardez, c'est refermé avec des pastilles RC Fast Car. Ils ont ouvert le matos, ils ont contrôlé le carton avant de l'expédier. Ça, c'est du travail professionnel. C'est nécessaire et c'est ce que tu es censé faire en tant que boutique. Checker l'engin. On se passe de ce qui est sur la boîte parce que ça m'est égal. Si tu veux voir ce qui est sur le carton, achète un carton. Alors, ouais, ben oui, je sais, mais on veut voir. Ben, tu verras plus tard. Pour l'instant, nous allons ouvrir The Notice. Hop. Alors, livré avec un pignon. On ne sait pas encore s'il est plus grand ou plus petit, si c'est un speed pignon ou si c'est un pignon plus petit. Un spignon. Spignon speed RC. Salut Toff. Une plaquette officielle Laser Nut que tu peux mettre sur ton porte-clés autour de ton cou si tu te perds. Une clé en croix série spéciale en noir et des clés Allen, attention par contre en spring steel. Donc tu as un minimum déjà pour travailler sur l'engin, même ouais, c'est plus pour vraiment du dépannage que de travailler dessus. Ne te fais pas autant de mal à démonter et remonter ton engin avec des clés Allen. Notice. Voyons voir ce qu'il y a dans cet engin. Donc effectivement, avertissement de base, comment se servir du véhicule, comment le mettre en route. D'après le design aussi d'ailleurs, on a ici la nouvelle radio Spectrum fait pour les nouveaux engins Horizon Hobby. Ça c'est cool. Fini la DX2 pourrie dégradée. On a un Vario qui a toutes les 11 fonctions programmables. Ça c'est classe. Et on va voir autre chose. Parce qu'il y a une particularité au variateur fait au Biming rebadgé Spectrum, c'est que ce qui nous embête depuis longtemps sur la série Max, c'est que tu ne sais pas à combien le timing, tu ne peux pas le gérer. On suppose tous que le timing est par défaut à 0 et variable selon ce que tu fais avec les gaz, parce qu'on a quand même de super bonnes performances avec ces variateurs Max. Et genre, régler un défaut à 10, c'est aussi dommage. Par contre, si c'est variable, c'est plus intéressant. Et particularité Spectrum, on peut changer le timing ici. Alors là, par défaut, par contre, 15 degrés. Ça me paraît beaucoup et tu peux aller à 26 degrés. Je vais te dire un truc. En buggy, 1/8 4S, si tu prends un moteur 2000 kV, tu mets le minimum de timing, bon, tu as des bonnes performances, on est d'accord. Tu vas pouvoir, même si tu mets ton punch à fond, hein, tu accélères, le véhicule accélère fort, mais ça s'arrête là. Quand, sur un buggy 4S 2000 kV, tu mets un timing à 20-30 degrés, tu as l'impression, au moment où tu appuies, tu es en 6, le machin se lève sur deux roues, il part en wheeling à chaque coup de gaz. Hein. Tu peux faire ça sur la ligne droite, en train de rouler à 60, le machin il fait comme ça. Donc 15 degrés, moi ça me paraît énorme, violent, ça, je pense même on va avoir de la chauffe. Contrairement aussi au variateur Max, on n'a pas 5 levels de punch, on a nouveau 9. C'est ce qu'on avait sur les anciennes versions, on avait sur les Quick Run et compagnie, on avait 9 étagements de punch. Donc on peut vraiment régler le punch à la carte, le timing à la carte. Ça c'est agréable. Coupure par défaut 3 volts. Ça je vous déconseille. Mettez 3-4 les mecs. Roulez franchement 3-4 minutes de moins, mais ne tuez pas vos lipos. 3 volts c'est trop bas. Ça je suis définitivement pas pour. D'ailleurs tu noteras qu'aussi on a un cut-off au voltage et non à la sensibilité. Sur les Vario Max, on a une sensibilité, c'est-à-dire que tu mets une sensibilité moyenne, fort ou faible. C'est-à-dire que tu branches tes lipos, tu roules, et le variateur coupe quand il remarque que le voltage, au lieu de rester constant, tu vois, 3,8 quand tu tires dessus,
quand tu appuies fort et que ta lipo chute fort en voltage, là il va couper. Ce qui est assez fiable, c'est pas mal aussi. J'ai toujours une petite préférence pour le voltage. Mais voilà, on s'habitue à tout avec le temps. Finalement, au début, j'aimais pas la coupure à sensibilité. Finalement, on s'est habitué. On laisse la coupure surélevée en plus. C'est vrai que des fois, on roule 3, 4, 5 minutes de moins. C'est pas important. Les lipos vivent longtemps. Ça, par contre, ça compte. On peut régler le neutre selon les radios. Sur la plupart des radios, tu peux descendre au minimum. Après, il y a des radios, c'est pas possible parce que le potard est trop flou au milieu. Ça capte vraiment, ça a du mal. Hein. Sens de rotation moteur. Détection lipo automatique. Donc on est plus sur un VPSC8 que sur un Max en fait, hein, point de vue programmation. Ce qui est sympa, on te dit comment régler l'entre-dents. On a ça dans toutes les langues. Et je suis déçu. Tout ceci n'est que l'utilisation dans plusieurs langues et tu n'as que tout à la fin, la liste des pièces et un éclaté sommaire, des dessins pas très précis, pas de couleur ni rien, bon ça c'est pas grave tant qu'on s'en sort. Pour la visserie, on a des références et non des tailles, donc ça j'aime pas du tout parce que tu dois checker la ref, ensuite aller voir dans la nomenclature à quoi correspondent ces vis, mais en aucun cas tu n'as le dessin exact de la tête de la vis. On ne te dit pas si c'est chez HC, FHC, donc si c'est des têtes bombées, si c'est des têtes cylindriques, si c'est des têtes fraisées. Tu n'en sais rien, il faut deviner après le dessin. Des gars comme moi, c'est pas un problème, on s'en sort tous, mais pour le débutant, c'est pas agréable. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. La cage, ça c'est ce qui m'intéresse maintenant. Souvent chez Losi, grosse déception point de vue de la cage, on a plusieurs morceaux, mais tu dois payer toute la cage quand il te manque un bout. C'est ce qu'on avait sur le premier DB, pas le DB Pro, mais le DB 10. Et maintenant on va voir ça ici. La référence de la cage finit par 0,78, la gauche et la droite. Déjà, tu ne peux pas acheter un seul côté de la cage. La cage principale, 0,78. Tu ne peux nouveau pas acheter un morceau de la cage. Et sur le premier, c'était vraiment frustrant parce que tu devais acheter le pare-choc. Quand tu claquais le pare-choc de la machine, tu étais obligé d'acheter toute la cage pour 70-80 euros. Vol qualifié, j'appelle ça. Le morceau de la cage, là, est séparé et on n'a pas de pare-choc sur le dessin. Il n'y a pas de pare-choc. Il y a un tout petit pare-choc intégré sur le véhicule là. Et ouais, moi je le vois. Mais moi aussi je suis pressé de le voir les gars. Moi aussi j'ai envie de le déballer, de faire poète-poète et de caresser la carrosserie, de presser ses suspensions moelleuses. Enfin j'espère moelleuses. Alors, où es-tu pare-choc? Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. 4 satellites dans les diffs. Barre stab avant-arrière. On va y venir, vous en faites pas, je sais. Vous brûlez d'impatience de parler de la barre stable, vous avez vu les détails sur les photos, je comprends tout à fait. Le pare-choc n'est pas dessus. Ce que je n'aime pas déjà, regarde, le récepteur est monté dehors, donc il sera lâchement fixé avec un rison ou double face avec tous les câbles qui se baladent dehors. Pour un engin qui va rouler dans la rocaille, je n'aime pas ça du tout. On a un cache de transmission par contre, un demi-cache, on a un côté ouvert, on a le dessus ouvert, c'est étrange. C'est pour éviter des soucis avec la lipo, je peux comprendre, mais là, pourquoi ne pas avoir fermé? Est-ce que c'est juste pas fermé sur le dessin? Est-ce qu'il manque un cache? On ne sait pas. Il n'y a pas de pare-choc. Je ne suis pas fou les mecs. Il n'y a nulle part de pare-choc dessiné sur... Si, on a un cache de transmission complet, le voilà. Regarde, hop, on a un cache de transmission complet, ça c'est cool. Donc là, déjà, ça nous rassure. On a une plaque de montage pour le Vario. Wouhou! Merci Losi. Enfin, ils ont compris d'arrêter de nous fixer les choses de double face. Et je ne trouve pas le pare-choc. Si, il est là, là. Il a une autre référence. Il finit en 0,79. La cage en 0,78. Ouf! Mais vous n'allez pas aimer ce qui va suivre. Losi 230079. Losi 230079. Tu vas acheter et payer l'arrière et l'avant
si tu casses juste l'avant. C'est quand même majoritairement l'avant que tu casses et rarement l'arrière. Hein. La barre stable sur cet engin, regardez, elle a été déplacée. Parce qu'on a les trains du SC à la base, mais au lieu d'avoir les barres stables sur les triangles, ils les ont remontées dans la cage pour lui donner un look extérieur plus réaliste. C'est sympa. Et donc, on paye plus cher à cause des droits sur la carrosserie, évidemment, c'est une carrosserie sous licence. C'est ça qu'on paye cher. La radio, toujours livrée avec des PKCL. C'est sympa quand même qu'un constructeur nous livre encore des batteries pour la radio. Honnêtement, c'est de plus en plus rare. Même si je persiste à dire qu'on veut des lithium-ion. Là, 2 lithium-ion CR2320 ou je sais plus comment ça s'appelle. Et on est bon, avec un petit jack de charge fini. La Spectrum DX3 pour les kits et les RTR qui a une voie A et B ici qui peut servir à plein de choses. Cerveau, klaxon, lumière, frein, tout ce que tu veux. Le bouton bind, très facilement accessible ici. Les potards steering rate, donc direction. Brake rate, c'est-à-dire les freins. J'ai toujours pas pu tester si ça diminue les freins uniquement ou si ça diminue frein et marche arrière. Je pense que c'est uniquement frein parce que c'est ce que j'ai aussi sur ma DX3S et DX4S. C'est que j'ai une voie affectée au freinage qui n'influe pas sur la marche arrière. Je peux couper mon freinage sans perdre ma marche arrière. Ça c'est sympa. Steering trim et throttle trim, toujours sans point neutre. On n'a toujours pas de trace dessus où est le neutre. Par contre, c'est auditif. Quand tu mettras la radio en route, ça se passe ici avec les petits boutons là. Donc dès que tu touches, ça se met en route. Donc dans le transport, ça se met en route. Mauvais. Moi je vois, franchement, si tu veux faire simple, alors, il y a la solution manie, c'est tu fais 2 petits trous, tu mets 2 vis là-dedans. Méga courte les mecs, hein. 1 mm ou 2 la vis. Hein, pour que la tête de la vis protège le bouton de l'allumage. Option B, tu colles des petites pastilles caoutchouc, quelque chose, pour éviter que pendant le transport ça s'allume. Parce que pour l'éteindre, il faut rester dessus. Donc ça va s'allumer à tous les coups pendant le transport, mais ça ne s'éteindra jamais pendant le transport, sauf quand ta batterie sera vide. Ça, généralement, ça arrive au moment où tu commences à rouler. C'est infernal, là. Il y a ici une bride de puissance. Génial pour les débutants. L'inversion, évidemment. Pareil, très 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 exposé ces boutons-là. Donc attention avant d'allumer ton véhicule. Repère où sont tes boutons. Je te conseille, à la base, normalement tout est censé être sur normal. Ça dépend du cerveau que tu montes ou autre. Donc je te conseille de mettre un petit point. Comme ça, tu n'as pas besoin de réfléchir. Est-ce que c'était à gauche ou à droite? Et tu fais ça avant d'allumer le véhicule. Tu checks si ça n'a pas bougé pendant le transport. Ça, c'est dommage. C'est un peu trop accessible ce panneau-là. Ça devrait être soit en renfoncé, soit un petit cache par-dessus. Je chipote, oui, mais c'est ce qu'on aimerait. On dit juste ce qu'on aimerait. Hein. Ça, c'est le système Smart quand tu achètes les batteries Overshare Spectrum avec la puce intégrée. Ces batteries qui se vident toutes seules quand elles sont à l'arrêt longtemps, qui commencent à se rééquilibrer toutes seules, qui enregistrent ce qui se passe, qui donnent l'info au chargeur, c'est moi, la numéro 12, charge-moi comme ça, et qui donne les infos pareil au variateur qui va te les répercuter à la radio pour te donner le niveau de batterie ici. Mais ça incombe que tu achètes les batteries très très chères et lourdes Spectrum, dont je ne suis pas fan. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, hein, la qualité y est, tout ce que tu veux, mais je suis pas fan des batteries lourdes, je suis pas fan des batteries qui ont trop de chichi. Et il faut aussi évidemment, si tu veux profiter de tout le système, le chargeur Spectrum avec. Alors je pense vraiment que si tu as les moyens et que tu te prends le temps et que tu t'investis dans ce système, tu seras super satisfait de ce système. Ça c'est clair. En plus, la puce intégrée dans la batterie te donne les températures batterie. Ce que je ne sais pas à l'heure actuelle, je ne peux pas les renseigner. Si certains d'entre vous l'ont fait ou ils ont envie maintenant, pendant la vidéo, les mecs, allez vous renseigner s'il vous plaît. Et dites-moi si aussi, quand tu as branché ta batterie Spectrum à ton variateur Spectrum, est-ce qu'il est capable de te mettre en sécurité température LiPo? Ça, c'est une chose qui m'intéresse. Et si c'est pas fait, ce serait couillon quand même, vu qu'il y a une puce dans la batterie qui enregistre la température. Ça, c'est dommage. Là, tu peux enlever ça pour mettre ton support pour le téléphone, si tu veux mettre toute la télémétrie, le module Bluetooth, enfin les espèces enfin tout ce que tu veux de geek sur ta radio. Moi non, définitivement, je suis super content avec les potards.
Je vous le dis même, j'ai honnêtement envie de m'acheter une radio comme ça pour mes modèles à moi. J'aime bien. T'as juste des potards, t'as pas d'écran, ça consomme rien, t'es content. Le petit moins, c'est celui-là. Là, t'accroches ta sangle. Moi, je préfère quand la sangle est là. Comme ça, quand tu lâches la radio, elle est là. Parce que quand t'accroches ta sangle ici, tu te défonces les touilles. Hein? Oui, 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 les touilles. C'est un détail, mais qui quand même, franchement, c'est un détail qui peut être terrible. Hein? Et qui peut avoir des effets secondaires catastrophiques. Hein? Faut se méfier de ça. Hein? Le truc casse-touille, c'est jamais bon. Et vous êtes prêts? Ouais, là, je vais vous le sortir. Ouais. Hein? Je vais vous la sortir, les becs. Attention, je vous la sors. Non. J'ai oublié de vous dire. Le petit salopio. J'ai oublié de vous dire. Ouais, j'ai toujours pas repéré la fuite sur le compresseur. Il existe en rouge et noir, très beau aussi. L'autre côté du carton est tout noir, comme ça tu peux le poser devant et ça fait classe sur la présentation vidéo. T'as là tout le système Smart. Donc j'ai quand même... ouais, non, renseignez-vous, s'il vous plaît les mecs, renseignez-vous pour moi et j'aimerais que quelqu'un d'entre vous me fasse un petit résumé dans les commentaires sur ce que peut faire ce système Smart. Pour que tout le monde puisse le voir. Vous pouvez aussi vous répartir la tâche. Il y en a un qui se pose la question sur la température, l'autre sur le voltage, etc., etc., etc. Et sur le dos du carton, il y a... Ah ah! Non, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que si je vous montre le dos du carton, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est moche. Ça nous gâche le plaisir, mais bon. Hop, allez, tiens. Hop. Voici l'engin, donc un DB Pro rallongé en anthrax. Les gros poètes, la cage, ça va plaire à certains, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un problème avec les DB, qui ont un capot plus haut sur les amortos que sur le truc, alors que là, ils sont restés plats pour passer sur la tourelle avant, et là aussi d'ailleurs, ça c'est intéressant. J'ai l'impression que cette tourelle est plus petite que la version du DB Pro et les amortos seront forcément donc du coup plus courts pour permettre justement à ce toit, ce capot de passer dessus. On a un système d'éclairage intégré, barre de toit et latérale, ça c'est super par contre. Ça c'est le genre de choses que j'ai envie d'acheter à part pour équiper d'autres modèles. On a donc 3 différentiels remplis d'huile. On a un servo Spectrum. Là, je suis méfiant. Un servo Spectrum, généralement, je suis très rarement content. On a l'AVC, toujours encore une fois avec... on n'en veut pas de l'AVC. Laissez-nous tranquille. Mettez-nous des remises de 30 € et virez-nous l'AVC. On n'en veut pas. Parce que 30 €, c'est ce qu'on paye en plus, en général, depuis qu'il y a l'AVC. Ça ne nous plaît pas, on n'en veut pas. Surtout pas sur un 4x4. Pitié, pitié. Donc, le Firma 130 ampères. Avec le moteur 1900 kV 550. Alors 550 c'est un peu un terme flou parce que un moteur Brushhead en 550 dans le max il y a un moteur 550 qui fait 70 mm. Il y en a qui appellent les moteurs 550 les 60 mm. Donc si c'était un 74 mm ça serait un 550 XL. Donc ça c'est toujours un peu flou, j'aime bien quand ils font des tailles en millimètres ou alors en pouces, en inch, en ce qu'ils veulent. Hein. Bar stable donc fixé à l'arrière en haut ici pour faire l'illusion d'un train arrière pendulaire. Je suis pas allé voir si le vrai LaserNet a un train arrière, c'est un pont à l'arrière ou pas. En fait, s'il y a un pont, pourquoi ne l'ont-ils pas fait sur la base du Bajaré? Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'ils vont sortir le Bajaré du programme? Parce que ça, c'est vrai que c'est plus agréable à conduire que le Bajaré. C'est plus solide aussi et on est vraiment super équipé sur la transmission et la motorisation puisque le Bajaré a encore les vieux moteurs dynamiques alors que là ils sont passés sur tous les systèmes Spectrum. Et là maintenant enfin après X minutes de vidéo je vais te la sortir. Je te la déballe et je te la montre pas encore. Je coupe les horizons. Pourquoi je me plante pour couper les horizons? C'est pour pouvoir vous montrer la suspension sur la table. Et comme ça, si je coupe un câble avec la pince, je pourrais dire que c'était déjà. Et dire que je suis pas content du tout de l'osier. Voici la noisette laser Losi.
Yeah! Fuf pour fluon avant. C'est mou en huile, mais ferme en suspension, très réactif. Suspension arrière, moelleux. Là, on est bon. Je suis pas trop fan de l'avant. Quoique. On va voir avec la batterie à bord. À l'arrière, c'est moelleux. Le moment magique. Le moment magique. Ah, il y en a tellement, je sais pas par lequel commencer. Pouette, pouette. Oh la vache que ça pouette à mort. Oh, c'est génial ça. Ah ouais. Alors, les pouettes soft sur la carcasse. Crampons assez dur. On a une meilleure sensation qu'avec ceux du DB8. Déjà, ça me réconforte dans l'idée que 3S, 4S, ça passera, je pense, sans problème. Il faudra quand même faire gaffe au ballonnage. Hein. 4S, ça va ballonner sévère, et puis quand tu braques, ça va les frotter. Hein. Donc ceux qui ne sont pas capables de lâcher les gaz quand une roue ballonne, ils vont aller tout déglinguer. Hein. Prenez vraiment l'habitude, quand vous braquez, vous accélérez, que la roue ici se lève. Dès que ça ballonne, tu lâches un peu, tu retrouves le grip. Mais là, c'est pareil. Je vais me taire 2 secondes, je vais vous l'approcher. On a un méga porte-à-faux pour la roue de secours. Ça, c'est assez étrange. Et aussi, la roue de secours va aller méchamment frotter par terre. Bon, c'est vrai que ça protège bien l'arrière sur les impacts, mais ça va bouffer de la jante là sur le passage en de haut. Hein. Donc la barre stable qui est reprise en haut dans la cage. Et donc là aussi, on va voir au niveau de l'ouverture de la machine comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils nous ont prévu là? On est vraiment détaillé, les mecs. On a les filets, on a le réservoir, on a les pilotes avec leur petite arrivée d'oxygène, ce que tu veux. Donc en fait, s'il vomit dans le casque, le mec, il va être content. Des petites grilles d'aération partout. Les LED sur le toit et le capot. Et je vous confirme que la tourelle avant, la suspension avant est normale, c'est bien DB10. Les barres stab, alors à l'arrière on la voit pas, à l'avant pareil, identique au DB10. Tout petit pare-choc avant, hein, n'est très exposé, mais c'est une réplique du vrai. Donc voilà. Toutes les biellettes évidemment à pas inverser, ça on est habitué chez Losi avec de la bonne ferraille. Là-dessus ça ne rouille pas très vite, même les vis, hein, ça rouille vraiment pas vite. Ça reste de l'acier bruni mais ça rouille pas vite. On voit ici le récepteur. Il va manger du débris, le bestiau. Et au prix du récepteur, crois-moi que tu vas aller planquer ton récepteur. On a toujours, ah ça c'est dommage, mais on va le voir dedans, la honteuse biellette de direction non réglable Losi. Donc on va voir, on va brancher bestiau parce que je veux voir ce qui se passe niveau du neutre sur ce coup-là. S'ils ont fait mieux. La plaque de châssis, donc méga longue. On a vraiment la dimension d'un 8, ce n'est absolument pas un 8e. Pour des simples raisons de transmission. C'est la transmission d'un 10 solide, certes. Je dirais même que c'est une des transmissions les plus solides qu'on ait en shorter, c'est un 10e. Entre l'Osi, Timasso, Obao, ces trois-là, ils se tirent la pointe. Enfin, même, il y a encore, faut rajouter le techno. Quoique le techno, avec le diff, la couronne plastique et tout, des fois, il peut y avoir des soucis. On a effectivement donc les 375-380 mm d'anthrax. On a ici la taille d'un SC8. Bouge pas. Je vais te montrer un truc. Ça, c'est une carrosserie de Timasso SC8, c'est ce que je mets sur les Obao 8SC. Obao 8SC qui pèse 5 kg, qui peut rouler 6S. Voilà les mecs. Voilà. Si tu mets 4 roues de SC là-dessus, tu as un gros SC super léger. Hein? Donc, la transmission tiendra et tout, mais ici on parle d'endurance des pièces. C'est l'endurance qui va souffrir entre les axes de carbone qui sont plus petits que sur un 8e, le matériau sur les noix qui est plus petit que du 1 8e, on a moins de surface de contact, on a des plus petits roulements. Donc niveau endurance, les roulements sont la première pièce qui vont souffrir. On a des tout petits pignons, toutes petites couronnes aussi qui vont
avec le nombre de révolutions que ça va prendre, ils vont chauffer plus vite, voire plus de pression mécanique. Comme on a des dents plus petites, la pression au millimètre carré est plus grande sur les dents. Enfin, on a moins de surface de contact pour appuyer, ça va forcément s'user plus. Je pense qu'ils ont prévu cet engin plus pour ceux qui, justement, qui aiment rouler en douceur et voilà, voir évoluer leur engin que les engins des gens qui vont y aller peut-être un peu plus fort. Donc dans le temps, clairement, si tu veux rouler plus fort, prends un 8e. Par contre, comme la cage est dispo séparément, tu peux acheter cette cage et la mettre sur un Hobo 8SC ou sur n'importe quel gros 1 8e avec cet anthrax là et voilà, du coup avoir ton laser nut 1 8e avec vraiment la grosse méca. On ouvre? Ouais, allez, on va l'ouvrir. Alors ouvrons-le les mecs. Ah, c'est pas mal. Tu vois, comme ça, l'utilisation va en lui. Tu vois? Après, c'est pas un engin prévu pour faire des gros sauts, donc la suspension est relativement soft, hein, normal. Alors, on n'a que 2 clips à l'avant, ce qui veut dire qu'on bascule. Et regarde la bonne idée qu'ils ont eue, les gars. Regarde, regarde, regarde. Tout le monde au début pensait que ce serait embêtant avec ça dedans, parce qu'il y a plein de marques qui ont fait ça, mais tu te retrouves avec une cage qui est fixe et la barre stable qui est fixe dedans, et là, regarde. Ils sont malins, ils sont malins, ils sont malins. Regarde, et donc, on a le Vario côté lipo. Là, je comprends pas trop parce que niveau masse, ok, le moteur est déplacé à fond à droite. Mais niveau masse, à mon avis, avec la batterie à bord, surtout avec une 4S, ce machin-là va pencher côté gauche. Moi, j'aurais bien vu le Vario ici aussi, pour laisser tout l'électronique, donc Vario, cerveau, récepteur et moteur, contrebalancer le poids de la lipo. Le bac lipo, lui, il vient directement du Losi DBXL version 1, overkill pour un engin de ce gabarit-là. Les renforts de châssis ont été rallongés par rapport au DB10 Pro, surtout à l'avant, à l'arrière c'est le même. On a toujours donc le rail en plus au-dessus qui est bien solide, qui est bien mis. Et on a une vis qui dépasse. Tiens. Là. C'est pas une vis pas fixée, ça? C'est une vis pas fixée. On va aller voir ça. Alors, la vis est serrée, mais elle est embutée au fond. Non, regarde. Ah ah ah. Et grillé. Grillé. Il y en a un qui, c'était la pause du casse-croûte, il a laissé tomber les outils, il avait mangé son sandwich et il a oublié la vis. Ça m'arrive aussi, c'est pour ça que je le sais. Le câblage donc des LED, pareil, ils ont eu la bonne idée, comme sur le DBXL, de fixer la jonction à l'arrière. Hein, ça, au Bitech, si vous pourriez regarder chez les autres comment ça se fonctionne, pour que ça marche bien et simplement en fait, ça serait vachement sympa. Et la barre stable qui est ici, qui est relativement fine quand même, je dois dire. C'est clair. Donc ça me plaît pas du tout. Le récepteur a l'air libre, les câbles juste fixés là avec le petit rilsan et tout ça juste au double face. Ils ont fait tellement d'efforts, regarde-moi la classe. Le Vario est fixé proprement avec des vis, le bouton on-off est fixé avec des vis. Là aussi, lui, un peu dans le chemin de tout ça là. Hein, c'est pas top. Moi, je préfère quand le bouton on-off est mieux planqué, surtout le récepteur. Cerveau, c'est un 614, c'est un nouveau cerveau. Je n'ai pas encore testé ces cerveaux, j'espère qu'ils sont vraiment mieux que les anciens. Nous allons faire the test. On va le faire ensemble. Hop. Alors, je vais mettre 4 batteries dans la radio. Hop. Tiens. On va mettre une lipo 3S. Trop grande, tu es obligé de prendre une lipo maximum 140 mm de long. On va donc mettre une 4S. Tu
fais attention, donc il y a le câble additionnel ici pour la puce qui reliera. Donc si tu prends la batterie Spectrum, la batterie au Vario pour qu'il puisse donner les valeurs de la batterie. Donc batterie comme dit maximum 140. On va prendre d'ailleurs les dimensions vite fait. Si je retrouve Pierre-Yves. Pierre-Yves, Pierre-Yves. Je l'avais en main. J'avais Pierre-Yves en main et je sais plus où j'ai mis. J'ai perdu Pierre-Yves. Si, il est là-bas. Alors, bac à batterie, donc 140 par 50. La hauteur, après, ben ça dépendra uniquement des sangles et du moment où ça va buter sur le poste de pilotage. Hein. On va pas faire plus. Nous avons donc 100%, tout anormal. On a tous les rates qui sont, d'ailleurs, c'est même pas livré à fond. Tous les rates ne sont pas livrés à fond, c'est marrant. Les trims a priori à 0. On va allumer la radio. Comme je te l'ai dit, un simple coup suffit pour l'allumer. On est au vert. On lève la machine pour être sûr qu'il ne se passe rien. Si t'es vraiment pas certain, t'enlèves les roues. Hein. Et on va allumer. On a compté les 4. On a flippé. On est bien au neutre. La direction, contrairement au DX2, regarde, la direction est droite. Hop, et c'est l'inverse. Les boutons de rate fonctionnent à l'envers. Ça, c'est funky. Donc le maximum de direction et de frein, c'est là, et le minimum, c'est là. Pour moi, tu vois, la flèche est en augmentation. Pour moi, ce serait plutôt l'inverse. Pour pas changer, regarde ce qui se passe. Direction à gauche. On tourne bien là. Direction à droite. Regarde, on tourne presque pas à droite alors qu'on tourne bien à gauche. Et la direction, j'ai rien dit. Regarde où elle est. On n'est effectivement pas au milieu. Là, j'ai le neutre radio, ok. Alors, c'est marrant parce qu'en l'air, ça fait l'inverse. Regarde, en l'air, j'arrive en butée ici. Je suis plus loin que la butée, je tape, je fais forcer, et là, j'arrive pas en butée. Ça, c'est une chose. Les LED, regarde, oh la vache comme ça brille, si vous avez ça là. Je sais pas si à la caméra vous allez être complètement aveugle. Mais moi là, ça y est, je suis ébloui. Ah vache. Et on a aussi... Non, j'ai cru que c'était de l'arrière, mais on n'a pas de l'arrière. J'ai posé la carreau rouge du SC8 à côté, il y a le soleil qui tape dedans, et j'avais un reflet rouge. Non Mani, t'es juste un peu trop blond, c'est normal. Très bien. Donc direction à voir en roulant, mais il nous manque un bout à gauche et on a 3 à droite. Et ça, tu peux pas compenser parce que tu as cette foutue biellette pas réglable, donc abonné. Je vais te couper cette biellette en deux. Je vais y couper une tranche de 3 mm qu'on va supprimer et je vais te mettre un filetage là-dedans parce que je ne supporte pas ça. Et on va te mettre une direction parfaitement mécaniquement à 0. Parfaitement mécaniquement à 0 direction, ça veut dire que là on sera bien égal à gauche à droite et que le chemin du cerveau sera bien au milieu. Ce n'est pas forcément, il y en a qui disent que ça doit toujours être à 90 degrés, c'est faux. Quand tu pousses, regarde, le cerveau peut pousser très loin. Tu vois, la limite de pousser très loin. Alors que quand tu tires, regarde ce qui se passe. Ici, on va arriver à un angle tel que ton palonnier il va faire ça et ta biellette elle va suivre, mais le chemin en longueur ne bougera quasiment pas. Alors que là, tu vois, là il pousse à fond. C'est la raison pour laquelle, tu vois, là on est en butée et là, non. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre ça un tout petit peu, cette corne un petit peu en avant, qu'elle ait plus de marge vers l'arrière. Et il faut raccourcir un tout petit peu cette biellette. Franchement, j'ai essayé sur d'autres modèles. Tu enlèves 1 mm ou 2 à la biellette et t'es bon, t'as gagné, c'est droit. Tant qu'on a là en main et qu'on ne vous éblouit pas sur le pare-choc, ils ont rajouté un simili-treuil. Par contre, sans le moins de sticker.
Et le treuil est planqué sous la carreau. Donc pas vraiment visible, on voit juste les côtés. Mais c'est parce qu'un des sponsors est Warn. Warn, c'est le système de treuillage à l'échelle 1. The vraie échelle. Voilà. Donc là, on va fermer. Et nous allons faire un essai statique très simple. Voilà, ça chauffe. Hein. Ça chauffe, ça éclaire vraiment. Hein. C'est terrible. Alors. Une fois de plus, on a un truc rigolo avec le frein. Alors attention, je vais mettre le bouton de frein de l'autre sens. Ouais. Alors, regardez. Nous sommes d'accord. Je viens de vous dire que pour moi, ici, c'est le max. Minimum, maximum. Quand je mets la direction là, au maximum, elle tourne. Et là, elle tourne aussi. Ça c'est bizarre. Ah non! Je me suis fait piéger. AVC steering rate. En fait, il s'était rien passé à ce niveau-là parce que j'avais pas encore touché les gaz. Et là, maintenant que j'ai touché les gaz, regarde, on a l'AVC qui a donc. Là, l'AVC est coupé. Donc, abonné, tu me diras, parce que le problème, comme ça fait l'AVC et la direction en même temps, tu as un gros piège, c'est que tu ne peux pas diminuer ton angle de direction. C'est soit tu enclenches l'AVC, soit tu le coupes, mais ton angle de direction restera toujours le même. Et tu vois, regarde maintenant quand c'est posé, regarde ce qui se passe. On n'arrive quasiment pas à tourner de ce côté. C'est débile. Tu vois, là on y va, et là on n'y va pas. Donc là, on va faire un petit réglage sur le sauve-cerveau, on va régler cette histoire de biellette. Et si tu le veux, abonné, je te le conseille, supprime l'AVC. Et en supprimant l'AVC, ce bouton devient l'angle de direction. Ce qui est, franchement, pour moi, beaucoup plus pratique en 4x4. Donc là, les freins, c'est bien dans ce sens-là. Là, tu n'as quasiment pas de frein. Et là, tu as les freins. Ok. Alors, attends, je vais te fixer ça comme ça. C'est vrai qu'on s'était pas pris le temps de le faire la dernière fois. Hein. Donc, gaz. Frein. Ok. Marche arrière normale. Je confirme donc que le bouton ici pour brider les freins n'influe pas sur la marche arrière. Regarde, enfin je dis ça maintenant que je ne l'ai pas fait. Regarde. Là on n'a quasi pas de frein. Maintenant je recule. Et ben raté. Ha! Quand tu diminues tes freins, tu diminues ta marche arrière. Quand tu n'as quasiment plus de frein, tu n'as quasiment plus de marche arrière. Ça c'est dommage parce que du coup ça ne sert pas à grand chose. Puisque tout le reste était là. Ça c'était 100%. 75%. 50%. Et maintenant le moment magique. Est-ce que là, on a toujours... Parce que ça c'est un problème sur la DX2 avec la bride, c'est que tu perdais la marche arrière. Hey, on a la marche arrière même à 50% la puissance et on peut donc diminuer marche arrière et frein séparément. Et là, tu ne règles vraiment juste que la puissance de marche avant. Ça, c'est top. Ça, c'est génial. On avait aussi, d'ailleurs, quand on mettait à 50%, on avait quasi plus de frein. Et là, regarde. Même en roulant doucement, on a des freins. Donc, le problème du bouton de bride a été réglé. Ça, c'est bon. Là, juste dommage que ça bride aussi la marche arrière et pas juste les freins. Ça permet peut-être, si tu prêtes la machine à un ptio qui n'aille pas trop brutalement marche arrière aussi, ok, je comprends. Mais avec la bride de puissance, ils auraient pu brider aussi, tu vois. Parce que là, en fait, ça bride pas la marche arrière, le bouton de puissance. Donc, il faut la brider à part, parce que là, ton gamin, il va aller plus vite en marche arrière qu'en marche avant. Ou au moins aussi vite. Donc là, on est vraiment la marche arrière à fond, 50%, la marche avant, 50%. Donc, faites gaffe à ça, pensez-y. On va se remettre ici à 100%. Et vous avez vu en 3S, je vous ai eu, hein, on est en 4S. On est en 4S, vous avez vu, on n'a pas trop de vitesse de rotation. C'est pas extrême. En 4S, je pense que ce petit machin
posé au sol va faire un petit 70-75. Ça me plaît. On n'est pas trop, et vous avez vu que les pneus n'ont pas trop ballonné. On est en 4S là-dedans, ça ballonne. Mais pas des masses. Donc en 3S, tu n'auras aucun souci. Restera à voir. Évidemment, je ne ferai pas moi l'essai. Ce n'est pas mon véhicule, c'est un véhicule neuf, on va l'équiper. Je ne ferai pas l'essai, nous n'avons pas l'autorisation de faire l'essai. Même j'ai pas envie de le salir. Alors, autant en photo, en vidéo, je trouvais cette chose laide, honnêtement, autant en vrai, il a une bonne gueule. Franchement, sympa. C'est vrai que si j'avais pas la roue de secours ici, ça ferait vraiment bizarre point de vue longueur totale. Là, c'est pas mal. Comme ils n'ont pas exagéré sur le rapport de transmission, l'écart des moteurs, je peux vous dire que vous serez content avec cette machine. Je connais la base du DB10, je sais que c'est solide, donc ça va aller. Pensez juste, comme dit, je le répète, pensez à la durée de vie des roulements, la chauffe, la pression sur la mécanique avec ses roues, et tout ce genre de choses. On va en peser une. On va en peser une. Si je remets la main sur ma vissieuse. D'ailleurs, on va peser tout l'engin. Ok. Tar à 0. Et là, il y a un liker qui est en train de gueuler. Tar à 0, mon cul, t'es complètement taré. Aïe. Aïe, aïe, aïe. 4,3 kg. C'est un délire. Celle-là, je l'aurais pas deviné, les mecs. Le machin est plus lourd qu'un buggy 1.8. On a le poids du DB8 avec une transmission 1/10. Bon, le DB8 fait peut-être 4,7 kg avec la batterie. Le SC8 aussi fait 4,7 kg avec la batterie. 4,3 kg. On est donc méga lourd. C'est énorme. C'est énorme. J'en reviens pas. On est 2 kg plus lourd que le DB10. Donc, même si les triangles sont solides et les fusées l'échappent, faites gaffe avec ça. 2 kg de plus sur cette transmission, moi ça me paraît dingue. Tu vois, j'avais franchement j'ai été on va remettre. « 250 grammes une roue. Cette roue a le poids d'une roue d'un truggy de compétition. Boum. Et c'est de là que vient évidemment une grosse partie du poids en plus. On a déjà 400 grammes de gommard en plus, on en a un sur le cul. Donc on a 650 grammes de pneus, on a 400 grammes de batterie. Et la longueur du châssis, évidemment la cage, tout ça, ça pèse. Je suis franchement scié, je suis sur le cul là. Je ne m'attendais pas à une masse pareille équipée. Hein. Après, par contre, j'irai pas le rouler. Ouais, franchement, 3S avec une masse pareille, consommation bobo. Hein. Donc là, pour moi, il faut le rouler 4S. Parce que ta 3S, elle va souffrir. Je suis choqué. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et hop, je t'éblouis un petit peu encore, regarde. Regarde, tu l'as dans les yeux, là là là. Écoute ma voix, suis la lumière. Écoute la montagne de flamboyance. Like la vidéo, subscribe. Subscribe toute ta famille. Fais liker toute ta famille. Laisse tourner les vidéos sur tous les membres de ta famille. Et envoie des dons sur Tipeee. rcgarage68 tipeee.fr. Envoie du PayPal. Fais péter les pépettes. Déconnez pas les mecs, mais non.
Ça, c'est le genre de truc qu'il faut faire uniquement si tu as envie et si tu as une raison de le faire. Si je t'ai dépanné une fois, deux fois, trois fois, si j'ai répondu à tous tes mails et que tu estimes que ouais, ce mec-là est cool, je peux lui filer un petit euro parce que ça m'éclate, eh ben fais-le. Sinon, tu le fais pas. Oh, regarde, j'ai des NIMH fraîchement chargés dedans. Mais en fait, c'est pas le low voltage. C'est quand tu fais rien que la radio te sort un petit air. Idiot, tu m'as oublié. Idiot, tu m'as oublié. Idiot, tu m'as oublié. Donc, j'en étais où? Je me suis perdu, voilà. Et il est hors de question que je fasse... vous savez maintenant, YouTube à la base, c'est pour partager gratuitement ce qu'on fait, ce qu'on a envie de partager avec tout le monde et que tout le monde puisse partager avec toi aussi. Et là maintenant, ils ont rentré dans YouTube cette espèce de truc payant. C'est-à-dire je peux faire un abonnement. Donc je peux faire certaines vidéos qui seront accessibles uniquement aux gens qui ont payé un abonnement. Ça revient à quoi? Ça revient à discrimination. Ça revient à empêcher les gens qui n'ont pas les moyens et les gamins de voir tes vidéos. Et ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. Il est hors de question que je fasse du contenu avec des abonnements. C'est moche et ça ne devrait pas exister. Honnêtement, que des grandes chaînes fassent ça, qui fassent du contenu pour les gens qui ont plus de fric sur les trucs, qui fassent des vidéos sur des grosses machines, sur des gros budgets, peut-être. Mais on a des chaînes, des petites chaînes ridicules, des chaînes qui inventent des choses, des chaînes qui achètent des abonnés, qui ont des abonnés fictifs pour gonfler leurs chiffres, qui font ça, et donc qui trompent encore plus les abonnés, et ça, c'est pas acceptable. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet, parce qu'on m'a posé la question. Moi, je vous laisse là. Je vous laisse encore admirer la machine. Honnêtement, tout comme le DB10, que ce soit la version Fox ou la version l'autre version qu'ils ont, je dois dire que cette version bleue et l'autre version noire, là, ce sont 4 engins, enfin c'est 2 engins avec 4 coloris que je trouve superbes. Du super boulot chez Losi. Petite bémol pour moi, donc pas de boîte radio. Le cerveau toujours aussi mou, c'est un nouveau cerveau Spectrum, vous avez vu sur place ça tourne quéquette. Même si je vais fermer le cerveau, il est super lent ce cerveau. Je serais moins critique si cette machine était beaucoup moins chère. Mais à 550 €, je veux un vrai cerveau et pas une espèce de chose molle du genre. Ça c'est une chose qui est claire. Toujours autant de jeux sur le pignon de cerveau, c'est pas grave, moi ça me dérange pas les jeux, hein. Mais quand tu as un pignon de cerveau qui se balade déjà comme ça à l'arrêt, c'est pas bon. Hein. Ça c'est pas toute la direction, enfin vous ne le voyez pas de votre côté, mais moi je vois la corne de cerveau qui est en train de bouger de 2-3 mm dans les deux sens, tellement il y a de jeux sur les pignons de cerveau, donc ça c'est vraiment du cerveau bas de gamme. Et je suis sceptique par rapport au poids total. 4,5 kg, en 3S, tes lipos vont être réduites à néant en moins de 2. En 4S, voilà c'est bien, en 4S ça va. Enfin, un Buggy 1.8, ça pèse entre 3,2 kg et 3,8 kg. Les plus lourds font 4 kg, comme Arma et le Oba OVS. Mais là on est à 4,5 kg. Et on a quand même qu'un setup de 1/10 dedans. On a un petit moteur de 1/10 à bord. D'ailleurs, c'est ça ce que je voulais te faire. Merci Pierre-Yves de me le rappeler. Je voulais voir la longueur de ce moteur. Après, c'est ce que je fais aussi avec les engins pour les tuyaux, hein, pour avoir pas trop de puissance. On a fait ça sur du Buggy. Moteur 36-68. Mince, je l'ai plus là. Moteur 36x68. Ça, c'est un moteur pas cher, à 25 €, qui est étrangement structuré de la même façon. Carter avant vissé complet. Ceci, c'est un 36-74. Moi, c'est ce que j'utilise dans des machines de 4 kg, à 4 kg, à 4,5 kg. Le Revo ici, a ce moteur dedans. On va l'essayer dans le max. Là, on a un moteur plus petit.
Donc on a un moteur avec 4,5 kg qui est plus petit que le moteur Traxxas. Le Traxxas c'est un 36-70 d'origine, là j'ai mis un 74, là on a un 68. On a 1900 kV, c'est vrai que d'origine Traxxas ici a mis un 2400 kV. Ici on a 4 kg, là 4,5 kg. Alors, sur des noix de 1/10 avec des axes de 1/10, ouais, tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Je peux faire ça toute la journée. Bon, ce coup-ci, j'y vais, les gars. Ouais, donc, on laissera ceux qui testent la machine nous faire. Ce serait vraiment sympa de nous faire une vidéo, très cher abonné. Ce serait aussi super sympa de nous donner. On voit ton style de conduite, hein, c'est sûr, si tu roules pépère, zen et détendu avec, il n'y aura clairement aucun souci. Après, si on veut y aller un peu plus fort et attaquer un peu comme on attaque en buggy 1.8, je sais pas. Sur la durée, endurance de la transmission, je ne sais pas trop. Je suis mitigé. La machine est belle, elle me plaît. Je sais que c'est solide sur cette transmission, mais avec 4,5 kg, et rouler en 3S dans 4,5 kg, c'est pareil. Ça revient un peu, pour vous rendre compte, à rouler un slash en 1S. En fait. Tu vois, c'est bizarre. Ça m'inquiète. Mais ça me plaît, ça c'est certain. Alors c'est sûr, si tu veux te le choper et que tu en as envie, chope-toi-le parce qu'il est vraiment super. Là maintenant j'ai le bleu, moi j'ai envie, honnêtement, j'ai envie vraiment d'acheter le noir. Mais vous me connaissez, je passerai peut-être plutôt par la case acheter une cage et une carrosserie et coller ça sur un gros méchant à 8ème. Salut les mecs, bonne journée. Si certains d'entre vous l'ont déjà, mailez les mecs, enfin mailez, laissez les commentaires sur ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, si les performances vous suffisent, dans quelles conditions vous utilisez la machine, si vous êtes content de la Spectrum, de la portée, tout ça. Ceux qui se sont renseignés entre temps maintenant sur le temps qu'on papote là en vidéo sur le système Spectrum, les mecs, pas de copier-coller, je ne veux pas de copier-coller. Le copier-coller c'est facile, ce que je veux c'est expliquer avec des mots à vous les choses, ce que vous avez compris. Simplifier la chose, vulgariser la technique pour que tout le monde puisse s'en sortir. Parce que aller lire le texte, ça on peut tous le faire, c'est pas ce qu'on veut. Et autre chose, la roue de secours n'est pas fixée avec un écrou nil stop, c'est un simple écrou M4 avec une petite cannelure, il n'y a pas de rondelle, il n'y a rien. Et les écrous de roue sont pareils. C'est bon, j'ai rien dit, on a 5 écrous non nil stop ici, mais avec des cannelures, et je peux vous dire par expérience que les écrous à cannelure, une fois que c'est pris dans le plastique de la jante, ça tient super méga bien. Voilà. Ah, j'ai mis une trace sur le rétroviseur, désolé. Donc oui, je confirme, c'est vraiment un engin plus pour les gens qui aiment le look maquette de la chose que moi. Salut.